d'un sujet tellement vaste, enfin c'est une gageure, donc je vais essayer d'être le plus synthétique possible et le plus clair sur un sujet difficile. Alors on va parler de cancer du poumon et de cancer du poumon qui sont des cancers non petites cellules et métastatiques. Un rapide mot sur le cancer du poumon, c'est donc, comme vous le savez, un enjeu majeur de santé publique. C'est le deuxième cancer en fréquence chez l'homme, après le cancer de la prostate. C'est le troisième chez la femme, après le sein et le colorectal. Par contre, c'est le cancer le plus meurtrier chez l'homme. Alors, il y a des différences qui se sont produites dans les dernières années sur l'épidémiologie, puisque traditionnellement, le cancer du poumon était un cancer de l'homme âgé, c'était un cancer épidermoïde de l'homme âgé. Et depuis quelque temps, depuis on va dire 15 ans, à peu près 20 ans, on a vu émerger des adénocarcinomes chez les femmes, et chez les femmes jeunes, et souvent qui étaient non liés au tabac. Alors, je vais essayer d'avancer donc avec ça. Voilà. Dans la prise en charge de ces cancers, on a longtemps été à un niveau qui nous laissait peu d'espoir sur les cancers métastatiques, avec des médianes de survie de 7 mois, ce qui était très court lorsqu'on découvrait le patient. Et il y a eu 2 révolutions. La première révolution a eu lieu il y a 15 ans avec l'arrivée des thérapies ciblées qui prenaient en charge ces tumeurs spécifiques non liées au tabac survenant chez la femme et qui présentaient des mutations au niveau génétique, des mutations qui conféraient à la cellule une addiction oncogénique. Et le fait de cibler ces mutations, ces anomalies génétiques, permettait de contrôler la maladie et d'augmenter de façon large la survie. Ça, c'était il y a 15 ans, 10-15 ans. Et là, il y a une révolution à laquelle vous n'avez pu échapper, c'est la révolution de ce qu'on appelle l'immunothérapie ou inhibition des checkpoints de l'immunité, on verra ce que ça veut dire. Et déjà, il y a 2 ans, on avait déjà les prémices, on sentait les prémices de cette révolution, puisque la revue Science en faisait sa une, et on est en décembre 2013, et 2 ans après, de nouveau, cette revue prestigieuse faisait sa une sur l'immunothérapie. Alors c'est une approche extrêmement originale, parce que jusqu'à présent, la chimiothérapie, la chirurgie ou la radiothérapie s'attaquaient directement à la tumeur pour l'éradiquer. Là, on va prendre en charge, donc on va s'intéresser à un système qui est le système de défense de l'organisme principal pour essayer de contrôler, voire peut-être même d'allonger les survies et pourquoi pas de guérir la maladie. Donc c'est un système tout à fait original. Et pour résumer ce qu'est le système immunitaire de façon très caricaturale, c'est un système de défense principale de l'organisme qui comprend des cellules, macrophages, lymphocytes, cellules dendritiques, et c'est un système qui est basé sur la reconnaissance du soi et du non-soi. Et le cancer du poumon va être repéré comme étant du non-soi. On va voir de quelle façon. Alors comment ça se présente? Tout d'abord, il y a une tumeur qui se développe. Là, on est dans le poumon. Il ne faut pas considérer la tumeur comme une accumulation de cellules tumorales. Il y a, bien sûr, c'est ça. Le cancer, c'est une accumulation de cellules tumorales, mais c'est aussi un environnement avec du tissu péritumoral, des vaisseaux, ce qu'on appelle donc la néovascularisation péritumorale, et des cellules, et parmi ces cellules, les cellules inflammatoires. Sur le fait d'anomalies génétiques, la tumeur va sécréter des protéines qui sont des protéines anormales et qui vont être repérées par le système immunitaire, et notamment les cellules présentatrices d'antigènes, dont la principale est la cellule dendritique qu'on vous a présentée là. Il va récupérer les antigènes, qui va migrer vers les ganglions lymphatiques et qui va présenter via le complexe majeur d'histocompatibilité l'antigène aux lymphocytes T, qui vont se mettre à proliférer, à repasser dans la vascularisation, à se rediriger vers la tumeur et reconnaître les cellules tumorales comme étant des éléments à combattre et à détruire, et donc va détruire la tumeur. C'est le système de défense, normalement, donc, contre le cancer. Le cancer, il est intelligent et il va pouvoir développer des stratagèmes pour pouvoir résister à ce système immunitaire. Alors ça serait trop simple, et bien évidemment, à tous les points, si vous voulez, les différents points de ce cycle, il y a des éléments de contrôle qui font appel à des voies de signalisation, si vous voulez, donc des récepteurs et des ligands, envers
des voies de signalisation activatrices, donc qui vont activer le système immunitaire, et on est content dans ce cas-là puisqu'on lutte contre le cancer, et en rouge, des voies qui vont être inhibitrices et qui vont donc inhiber le système immunitaire et qui vont donc favoriser la prolifération tumorale. Alors, pour combattre le cancer, on a deux possibilités. Soit on va activer les systèmes activateurs, soit on va inhiber les systèmes inhibiteurs. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous êtes en voiture pour accélérer, vous avez deux possibilités. Soit vous appuyez sur la pédale sur l'accélérateur, soit vous levez le pied du frein. Et là, donc, dans ce qui concerne le cancer du poumon, les deux systèmes qui sont, on va voir les deux voies qui sont intéressantes, ce sont justement lever le pied du frein, c'est-à-dire aller contrecarrer les systèmes inhibiteurs. Alors les systèmes inhibiteurs, c'est ceux-là. Donc on est au départ là-bas, comme vous le voyez ici, donc au moment de la présentation de l'antigène à la cellule lymphocytaire avec le CTLA4, qui est un récepteur qu'on verra tout à l'heure, et puis au niveau ici effecteur, quand on arrive au niveau de la cellule tumorale, avec un couple qui est le couple PD1, PDL1. On va voir à quoi ça correspond. Alors, je me suis amusé à faire sur ce site où on recherche les études et les essais cliniques. Et vous voyez qu'on était le 24 octobre 2015. Et actuellement, dans le monde, il y a 1169 essais concernant l'immunothérapie. Et si on s'intéresse qu'au cancer du poumon, il y a 150 essais en cours. C'est vous dire l'intérêt suscité par ce type de traitement. Alors, quels sont les cancers qui sont concernés par cette immunothérapie ? On n'est pas surpris de voir qu'il s'agit essentiellement de deux cancers, le mélanome et le cancer du poumon. Ici l'épidermoïde, ici l'adénocarcinome. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce sont des tumeurs à haut potentiel de mutation génétique, d'anomalie génétique. Et plus une tumeur présente d'anomalies génétiques, plus elle interfère avec le système immunitaire. L'intérêt ici pour nous, ça va être de vous montrer l'efficacité de ce produit qui s'appelle le nivolumab, qui est un anticorps anti-PD1 dont on verra tout à l'heure après, et qui a une AMM tout à fait récente en deuxième ligne des cancers épidermoïdes du poumon. Alors, l'immunothérapie dans le cancer, ce n'est pas des choses récentes, puisque ça date du début du siècle dernier. Alors on a fait plusieurs tentatives. D'abord, il y a des tentatives de vaccination, ça a été des échecs. Après, on a fait appel à l'interleukine, à l'interféron dans certaines tumeurs, ça n'a pas marché. Jusqu'à très récemment, la mise en évidence de ce qu'on appelle cet anglicisme de checkpoint inhibiteur, qui sont en fait les points de contrôle inhibiteurs dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, on a le couple PD1-PDL1 et on verra que le récepteur PD1 a deux ligands, en fait, le ligand PDL1 mais aussi le ligand PDL2, et puis le récepteur CTLA4. Et le but est donc de lever les freins inhibiteurs du système immunitaire. Il y a de nombreuses molécules en développement. En ce qui concerne le cancer du poumon, il y en a une donc, qui est aboutie, dont je vais vous parler, le nivolumab, et deux autres, le pembrolizumab, dont je ne vous parlerai pas, ni la troisième, qui sont en cours de développement. Alors, revenons donc au CTLA4. Vous voyez, vous avez ici le lymphocyte T, là, la cellule dendritique. Vous avez ce récepteur CTLA4 qui se lie à son ligand, qui est cette protéine B7. Et lorsqu'elle se lie, lorsque la liaison se fait entre les deux, eh bien, ceci inhibe le lymphocyte T qui se retrouve en sommeil. Et donc le système, si vous voulez, se retrouve quiescent et donc laisse tout loisir à la tumeur pour se développer. On développe donc un anticorps, anti-CTLA4, qui va aller se fixer sur le récepteur et donc laisser libre le ligand qui peut aller se fixer sur cet autre récepteur qui lui est activateur. Donc à la fois on freine et on active et donc le système repart. Alors ça, un des anti-CTLA4 qui a son AMM dans le mélanome est l'ipilimumab, qui est donc maintenant une thérapeutique que l'on peut donner dans le mélanome. Voilà. L'autre, c'est le couple PD1-PDL1. Alors là, je vous passe ce côté-là. On va regarder ici au niveau de la cellule tumorale. La cellule tumorale peut exprimer un ligand qui s'appelle PDL1 et la cellule lymphocytaire T présente ses récepteurs PD1 et PD1. Donc si les deux se lient ensemble,
ça aboutit à une inhibition, hein, je vous ai mis ici, de la cellule T, comme tout à l'heure, qui la met au repos. Et donc on crée des anticorps anti-PD1, anti-PDL1, pour justement inhiber cette liaison. Alors évidemment, là je vous parle, ça serait trop simple, hein, mais je vous parle de deux voies activatrices. Il y en a des quantités d'autres qui sont soit activatrices en vert, soit inhibitrices, et qui sont potentiellement le point d'impact de futures thérapeutiques à développer. Alors je vous parle du nivolumab, puisque c'est donc la révolution, vous n'y avez pas échappé. L'étude Checkmate a été présentée à l'ASCO à Chicago cette année. Le soir même au journal de 20h sur TF1, on nous disait qu'on avait vaincu le cancer du poumon, et le lendemain, j'avais dans mon cabinet des gens qui arrivaient avec écrit sur du papier, griffonné, « Je veux l'immunothérapie ». Alors inutile de vous dire, on va voir dans quel cas on peut le donner, mais bien entendu, on est loin de ce cas idéal. Alors, l'étude Checkmate 017, c'est celle qui a fait beaucoup de bruit. C'est donc une étude qui concerne des patients qui ont un carcinome épidermoïde, et j'insiste bien là-dessus, donc on est vraiment dans les carcinomes épidermoïdes. Ce sont des patients qui avaient reçu une chimiothérapie et qui étaient en échec de cette chimiothérapie, métastatique, et on les randomisait, on les tirait au sort entre le bras expérimental qui teste le nivolumab, à la dose de 3 mg kg toutes les 2 semaines, face au bras de référence, qui est la chimiothérapie de référence en deuxième ligne dans les cancers du poumon, représenté par le docetaxel. L'objectif principal, c'était la survie globale, avec ici des objectifs secondaires classiques, la survie sans progression, la qualité de vie. Et puis intéressant, ici, on voulait savoir quelle était l'efficacité de cette molécule en fonction de l'expression plus ou moins importante du PDLE sur la cellule tumorale. Eh bien, les résultats sont spectaculaires. Rarement on a eu avec la chimiothérapie des effets aussi spectaculaires, puisque vous voyez que en survie globale, on passe avec la chimiothérapie à 6 mois de médiane de survie à 9,2 mois. Alors, vu comme ça, évidemment, ça peut paraître très peu, mais c'est extrêmement significatif. Et j'attire surtout votre attention sur le plateau de la courbe ici, au nivolumab, avec des patients qui sont encore en vie à 30 mois, qui ne progressent pas, ce qui est assez extraordinaire. Et donc, ceci concerne à peu près 20% des patients. Lorsqu'on regarde la survie sans progression, c'est un peu moins net, mais là aussi, vous avez ce plateau de 20% de patients que l'on retrouve ici en vie à 27 mois. Alors, ça c'est très intéressant, mais vous voyez que sur 100 patients, il n'y en a que 20 qui vont pouvoir bénéficier de cette thérapie. Et bien entendu, le challenge à venir, c'est de sélectionner, de trouver, si vous voulez, le marqueur qui nous permettra de sélectionner les patients à qui on pourra administrer la molécule. Parce que bien entendu, derrière, il y a un coût. Un coût important. Une injection de nivolumab, c'est 6 000 €. Hein, d'accord, actuellement. Donc, les cancers du poumon métastatiques en deuxième ligne, il y en a énormément. Et donc, si on arrive à trouver effectivement le test biologique qui nous permette de sélectionner ces patients, bien évidemment, on fera faire des économies. Malheureusement, lorsqu'on regarde en fonction de l'expression du ligand PDL1 sur la tumeur, toutes les tumeurs n'expriment pas de la même façon PDL1, en fonction du cut-off, c'est-à-dire 1% des cellules, 5%, 10%, ben vous voyez qu'il n'y a aucun intérêt à le doser, puisque tous les malades répondent, quel que soit leur degré d'expression de PDL1, et tous bénéficient du nivolumab. Alors on est bien embêté. Tout de suite après, donc, on a fait exactement la même étude, mais celle-ci s'intéresse aux non-épidermoïdes, autrement dit essentiellement aux adénocarcinomes, qui représentent 80% des cancers non à petites cellules. Même design, donc je ne m'étends pas, c'est exactement la même chose. Et là, les résultats sont moins nets et sont moins flagrants, avec notamment, et là j'attire votre attention là-dessus, c'est assez important, des courbes qui se croisent. C'est-à-dire qu'au début, il semble qu'on puisse être délétère sur un certain nombre de patients à donner le nivolumab par rapport à la chimiothérapie. Mais très vite, au 6e mois, les courbes se croisent et à nouveau, on observe ce plateau
hein, mais qui est moins nette que sur les épidermoïdes, avec des patients en bon état et en vie encore à 21 mois. Bien entendu, cette différence est largement significative. On observe les mêmes courbes à peu près avec les croisements ici sur la survie sans progression. Vous voyez que si l'on regarde les effets secondaires, eh bien, c'est un traitement qui est extrêmement bien toléré. Il y a très peu de toxicité de grade 3 et 4. Les principaux effets secondaires, ce sont la fatigue, la nausée. Par contre, lorsque les effets secondaires arrivent, ils arrivent précocement et il est important de les connaître parce qu'ils peuvent être graves. Et bien entendu, c'est un emballement du système immunitaire. On peut avoir des diarrhées extrêmement importantes. La diarrhée, c'est un élément qui est fréquent, mais lorsque la diarrhée est glaireuse, sanglante et qu'il y a plus des dizaines de selles par jour, il faut à ce moment-là arrêter, bien entendu, le nivolumab, mettre le patient sous corticoïdes à forte dose et essayer d'enrayer l'emballement du système immunitaire. Il peut y avoir aussi des pneumopathies interstitielles avec des dyspnées qui apparaissent rapidement après le début du traitement par nivolumab. Mais par rapport à la chimiothérapie, c'est un traitement qui est extrêmement bien toléré. Les patients le disent rapidement. Lorsqu'on regarde l'expression du PDL1 pour les adénocarcinomes, on s'aperçoit que là, par contre, on a peut-être un frémissement de quelque chose. Il semblerait que plus la cellule exprime le PDL1, plus le nivolumab soit efficace. En résumé, pour terminer, il y a plusieurs immunothérapies qui vont être disponibles rapidement et qui vont bouleverser la prise en charge des cancers bronchiques et d'autres cancers. Actuellement, le nivolumab a l'AMM en deuxième ligne pour les cancers épidermoïdes, donc on peut le prescrire. Pour les adénocarcinomes, on a une AMM européenne et on attend une AMM en France. Le prix n'est toujours pas fixé, c'est-à-dire que les établissements font les avances, et là ça pose aussi pas mal de problèmes. La toxicité est modérée. Je vous en ai parlé, fatigue, perte d'appétit, dysthyroïdie, il faut surveiller la thyroïde aussi. Les plus graves, ce sont souvent des pneumopathies, rarement mortelles. Et les questions importantes qui ne sont pas résolues, c'est l'efficacité en fonction de l'expression du PDL1, les modalités du dosage et de l'évaluation du PDL1, et bien entendu, je vous en ai dit un mot, le coût de ces molécules. Je vous remercie. Merci. Je crois qu'on va demander le temps. Est-ce que tu as montré bien qu'il y avait un plateau? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a 20% des patients qui sont susceptibles de guérir? On n'a pas assez de recul. On n'a pas assez de recul. 7 mois, 30 mois, c'est surprenant. Hein. On ne sait même pas combien de temps il faut donner la molécule. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit qu'il faut la donner 2 ans et après s'arrêter. À l'inverse des TKI, des thérapies ciblées, où on dit qu'il faut les donner jusqu'à progression. Mais là, on ne sait pas si un jour ça va progresser ou pas. Donc là, pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt pour savoir l'impact que ça peut avoir sur des survies très prolongées. Mais pourquoi pas? Guérir, je ne sais pas, mais au moins avoir des survies très prolongées. Dans cette forme de traitement, tu me diras si je me trompe, où initialement on peut avoir une tumeur qui grossit. Oui. Et il ne faut pas arrêter le traitement, au contraire, ça veut dire... C'est ce qu'on voit sur les... C'est ce qu'on a vu là sur les... Voilà, quand les courbes se croisent, hein, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il y a ce qu'on appelle des fausses progressions. Et il ne faut pas arrêter trop vite la thérapeutique. Il y a un point qui est important, un point qui est fondamental. Si vous faites un scanner d'évaluation à 2 mois, c'est ce qui est préconisé par le laboratoire, hein, un scanner d'évaluation à 2 mois, si vous avez l'impression que les cibles ont un petit peu grossi ou que la maladie progresse parce que on a l'impression qu'il y a plus de ganglions ou que les mesures sont supérieures par rapport au scanner initial, si le malade va mieux, si le malade va bien, beaucoup mieux que ce qu'il était avant de débuter le traitement, à ce moment-là, il faut continuer. Hein, c'est probablement une pseudo-progression. Après, en discutant avec les gens qui font beaucoup d'immunothérapie et de cancer du poumon, des pseudo-progressions, ils n'en ont pas beaucoup vu, alors que c'est classique. Tu as combien de malades? Là, aujourd'hui, je suis obligé d'arrêter parce que la clinique ne veut plus payer, mais j'ai une dizaine de patients. J'ai une dizaine de patients et je suis exactement, c'est ça qui est assez remarquable, dans ces données-là.
C'est-à-dire que sur mes 10 patients, j'en ai 2 qui sont bien et les autres pour lesquels j'ai dû arrêter. En fait, je dois en avoir 15 et actuellement en fil actif, je dois en avoir 5-6. Mais l'établissement qui s'occupe de mes chimiothérapies me dit, aujourd'hui je suis à 450 000 euros de découvert, 450 000 euros de découvert, ne met plus de patients, je ne peux plus payer, parce que c'est les enveloppes mairie qui s'occupent de ça, c'est des enveloppes de budget hein, qui sont allouées à ce genre de thérapie, seulement on les débloque 3 fois par an. Et la dernière a été débloquée donc, au mois d'août, alors que le médicament était en ATU, c'est-à-dire donné par le laboratoire. Donc on n'avait rien à payer. Et là, maintenant, la prochaine va être débloquée premier trimestre 2016. Et donc, pour l'instant, les établissements ne veulent plus faire l'avance. Et alors, peut-être, ils vont aller voir l'industriel et lui demander de payer. Mais bon. Donc, voilà. Des résultats spectaculaires qui avons connu les débuts de... Ah oui, oui. Ah, moi, j'ai une dame qui avait des méta hépatiques, qui était vraiment une jeune, hein, 48 ans, 50 ans, qui était très, très mal. Et dès le début, elle s'est sentie mieux. Elle me dit, mais qu'est-ce que vous m'avez donné, etc. Et donc, là, ça va bien. Donc, c'est vraiment très, très, très prometteur. C'est bien dans un traitement en seconde intention. Oui. En deuxième cycle. Alors, on est en deuxième ligne, mais aujourd'hui, les études de première ligne sont largement avancées, hein, les études Keynote, etc. Et que très probablement, on va se positionner avec l'immunothérapie en première ligne. Alors, soit seul, soit en association à la chimiothérapie. Les séquences et les modalités de traitement ne sont pas encore définies. Mais il y a toutes les études, et je pense que dès l'année prochaine, on aura déjà les prémices des études en première ligne. Là, on est vraiment en deuxième ligne après échec de la chimiothérapie. Je pense que ça remplacera concrètement les chimiothérapies Remplacer, je ne sais pas. Mais on sait par exemple que quand on donne de la chimiothérapie, on augmente l'efficacité du nivolumab parce qu'on libère des antigènes, si tu veux. Tu vois, la lyse tumorale permet, si tu veux, alors peut-être il y aura une action synergique entre les deux. Ça, c'est encore un peu tôt pour le dire. Les études que tu nous as montrées, elles ont continué ou elles sont arrêtées et il y en a d'autres qui ont redémarré? Non, là, sur les survivants. Ça c'est fini, c'est terminé. Le résultat, il est tellement, ça serait même pas éthique de continuer, hein, de tirer au sort entre la chimiothérapie et donc ça c'est terminé et c'est même publié hein, dans le New England. Ça a été présenté et publié quasiment dans la foulée, quoi.